Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre ce carnet de bord maintenant, mais j'ai pas beaucoup le temps de vous parler donc je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est mercredi et c'est la fin de journée. Je suis rentrée chez moi à midi, ce matin j'étais sur la production, j'ai été chercher Émilie, la bouquinerie d'Émilie qui travaille avec moi. J'étais la chercher chez elle, on a bossé ensemble ce matin sur la production du Caeptus et je l'ai ramenée à midi et je suis rentrée moi aussi. Ça a été une matinée éprouvante, épuisante parce que c'était le gros départ de commande de la Saint-Valentin. Voilà, donc on est très content et très contente que tout se soit bien passé et que on ait bien travaillé, aussi bien travaillé. Mais voilà, j'ai aidé à la préparation de commande, donc j'ai aidé physiquement. Je suis éreintée. J'ai mal partout. On dirait que je suis passée sous un bus ou un tracteur, je ne sais pas, mais j'ai physiquement mal partout. Je suis fourbue, voilà. C'est pas grave, je vais me faire une petite session massage sur ma chaise massante, un petit quart d'heure là avec une musique douce et tout, histoire de me détendre et ensuite je vais me faire un bain. Je vais prendre mon livre avec moi parce que j'ai bien mérité ce petit moment cocooning. Donc là il est bientôt 18h. Je viens de me faire un thé. Un thé dans ma tasse d'Aman avec mon thé d'Aman jasmin que j'ai reçu la semaine dernière. Et voilà, je n'ai pas été à la boîte aux lettres, ça a été une journée trop intense, j'ai pas eu le temps. Je regarderai le courrier demain, mais il fallait que je vous parle de mes lectures parce que hier soir j'ai réussi à terminer enfin le Ragnar Jonasson. Je vais aller le chercher un petit peu parce que je pense qu'il y a un contre-jour qui n'est pas agréable à voir à l'écran. Alors du coup, j'ai terminé 10 âmes, je vais dire 2 âmes, mais non, 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière qui est sorti donc il y a 1 an. À peu près. Alors au début j'avais un peu de mal avec les noms des personnages, du coup je me suis fait une fiche. Je me suis dit vu qu'il n'y a que 10 âmes, il n'y a que 10 personnages, ça va être vite vu. Mais j'ai eu besoin de cette fiche. Donc j'ai écrit Gudrun et Gunnar, couple 60 ans, c'est l'épicière. Goofy, industriel dans le poisson. C'était très compliqué pour moi de retenir les prénoms. Donc je sais plus si j'ai fait un récap dans ce carnet de bord, mais en gros on va suivre Una qui est une professeure des écoles qui va se rendre dans la ville de Skalar, qui est à l'autre bout de l'île de l'Islande, hein, donc à l'opposé de Reykjavik. Et elle va s'y rendre parce qu'elle a vu une petite annonce qui lui proposait un poste d'enseignante dans un petit hameau, à Skalar, et où elle serait logée et très bien payée. Elle a un peu fait le tour de sa vie à Reykjavik, donc elle prend cette opportunité d'aller enseigner dans cette petite ville. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'elle n'a que 2 élèves, 2 petites filles, qui ont je crois 7 et 8 ans, ou 8 et 9 ans. Et donc elle va devoir enseigner à ces 2 petites filles. On l'accueille pas vraiment à bras ouverts. Elle est accueillie uniquement par sa logeuse qui est plutôt sympa, qui a à peu près son âge, et qui va la loger dans les combles de sa maison, puisque c'est une grande maison ancienne, etc. Et elle a aménagé un petit appartement dans les combles qui devrait convenir parfaitement à Una. Sauf que Una, dès la première nuit, va entendre et voir un fantôme, le fantôme d'une petite fille, qui va lui chanter une berceuse au creux de l'oreille. Et ça va la perturber beaucoup, mais au début, elle n'osera pas en parler. Et puis, petit à petit, elle va commencer à parler de ce fantôme qu'elle voit de manière récurrente. Elle se rend compte que finalement, la maison dans laquelle elle est hantée. Il y a une histoire, il y a un secret, bien sûr, autour de cette petite fille, de ce fantôme-là. Et plus elle essaye de découvrir les secrets de cette ville, de ce village, plus elle essaye de se rapprocher des personnages, plus elle essaye de faire des efforts pour les comprendre, pour connaître leur histoire, plus on la rejette, voire on lui... Enfin,
on la menace de partir. Il faut qu'elle parte parce qu'elle met son nez partout et ça ne convient pas aux habitants. Il n'y a pas vraiment d'habitants gentils dans cette ville. Bref, il va se passer évidemment des choses jusqu'au bout du livre. On va aller en découverte en découverte. Le paysage est glacial, l'ambiance est glaciale. Il n'y a absolument pas d'amitié, il n'y a absolument pas de personnes gentilles ni de moments heureux et joyeux dans ce livre. Le seul bonheur qu'a Una, c'est de boire de l'alcool. Voilà, c'est sympa. Non, mis à part ça, Una, j'ai trouvé très bien. Le personnage est très bien. Le décor est extrêmement bien. Ça marche super bien. Par contre, au niveau du scénario, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé que c'était très lent. Il se passe pas grand chose en fait. Les rebondissements sont lents à arriver. J'ai trouvé que c'était que le dénouement final finalement était pas extraordinaire. Je m'attendais à un truc plus hard. Vraiment, je m'attendais à un truc plus hard. Voilà, vraiment. Donc c'est pas du tout un thriller hard. C'est un thriller très tranquille. Hein. Il n'y a pas de scène choc, il n'y a pas de mort violente, il n'y a pas... en fait, ne serait-ce que juste ces petits fantômes qui font peur un petit peu 5 minutes, c'est tout ce qui vous fait vraiment trembler. Alors que je m'attendais un peu plus dur. Et surtout, la scène finale qui est censée être une espèce de révélation, en tout cas, le truc monte en puissance, et puis tu sens que l'auteur, il a fait un... Tadam, genre, ah, tu découvres la fin. Bah, j'ai pas compris. J'ai relu 3 fois la fin et j'ai pas compris. J'ai pas compris vraiment ce qui se passait. Alors, c'est très suggéré et c'est pas très clair. Donc, en fait, j'ai demandé à Magdalena ce qu'elle avait pensé, elle, de la fin, ce qu'elle avait compris. Et manifestement, on n'a pas compris la même chose. Parce qu'elle a lu La Pauvre il y a longtemps et je lui demande son avis, mais je suis très dubitative sur cette fin. En tout cas, l'effet tambour battant n'a pas fonctionné sur moi. Alors, c'est dommage parce que j'aime beaucoup la plume de Ragnar Jonasson, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ses personnages, mais cette fois-ci, le scénario n'a pas fonctionné, alors que j'avais beaucoup aimé le scénario de La Dame de Reykjavik, et j'avais beaucoup aimé le scénario de Snorre, qui sont les 2 seuls que j'avais lus de Ragnar Jonasson, et celui-ci c'est le 3e que je lis de lui. Voilà, c'est l'histoire qui m'a un peu moins accrochée, un peu moins marquée, passionnée, voilà. J'avoue que ce sera pas le polar de l'année pour moi. Ça n'empêchera pas de continuer à lire Ragnar Jonasson si j'en acquiers d'autres de lui. Je sais pas si j'en ai d'autres dans ma palle, il faudrait que je vérifie. Mais là j'ai la flemme, donc je vérifierai à l'occasion si j'en ai d'autres, mais je suis pas sûre, je crois pas que j'en ai d'autres de lui, ou alors j'ai peut-être la suite de La Dame de Reykjavik, je ne sais pas, de cette trilogie, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je suis contente de l'avoir lu car c'était un livre qui était dans ma palle depuis presque 1 an puisque je l'avais acquis au Quai du Polar 2022, et donc je coche un livre lu de plus du Quai du Polar 2022, puisque nous nous rapprochons très grandement du Quai du Polar 2023. C'est trop bien, je commence à regarder les auteurs, je suis très contente. Voilà, donc du coup, j'ai terminé ça et j'étais un petit peu embêtée parce que je devais commencer Un œil bleu pâle, qui est un polar que je lis avec le Cherche Midi. Je devais le commencer en début de semaine, j'ai pris du retard. Du coup, je me suis retrouvée là avec 2 jours pour le lire, sachant que c'est un livre qui fait plus de 600 pages, donc un peu compliqué. Et je dois commencer une lecture commune samedi. Attendez, quel jour on est? Jeudi 8, mercredi 8, jeudi 9. Non, donc je vais le commencer le 10, donc vendredi 10. Une nouvelle lecture commune. Du coup, je me suis dit, en 24 heures, je ne pourrai jamais lire les 600 pages, donc il vaut mieux que je prenne de l'avance sur ma lecture commune et que je rattrape Un œil bleu pâle après. Ouh, j'ai un peu craché là, non? Il vaut mieux que je rattrape Un œil bleu pâle après cette lecture commune. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas commencé Un œil bleu pâle, mais j'ai commencé ma lecture commune avec 2 jours d'avance, qui est Les gens de Mogador d'Elisabeth Barbier. Désolée, j'ai le nez qui gratte. Le tome 1 chez Archipoche, qui a été réédité chez Archipoche, qui s'appelle Julia. Donc le tome 1 Julia, parce qu'il y a un tome 1 Julia et un tome 2 Julia. Des gens de Mogador. Donc j'ai lu hier 70 pages.
chapitre 4. Et ça se laisse lire, voilà, ça se laisse lire. Je vous ferai un récap plus loin dans ce carnet de bord. Mais pour l'instant, je passe un bon moment. C'est donc une saga familiale qui est sortie dans les années, fin des années 50, 60 à peu près. On est dans la bourgeoisie anglaise. Et ce sont des espèces de... Enfin, anglaise, je suis pas sûre. Française peut-être. Non, française. Je sais pas pourquoi anglaise, je m'étais mis ça dans la tête. L'aristocratie un peu anglaise de la moitié du 19e. Donc on imagine très bien un peu à la Bridgerton. Un peu l'ambiance à la Bridgerton, on doit faire la saison, on doit marier les filles, il y a plein de cancans, les familles ne se marient pas avec n'importe quelle famille, il y a les dots, les machins, les trucs. On est un peu dans cet esprit-là, et on va suivre le personnage de Julia, qui est un personnage un peu rebelle, bien sûr, d'une famille aristocrate, et qui malheureusement aime le mauvais garçon. Voilà, au début du roman en tout cas c'est ça. Je crois que c'est une fresque familiale et c'est assez connu, hein, surtout la génération de mes parents, de ma maman, de ma tante, etc. C'est une génération qui est née dans les années 60 et qui a connu ces livres sur les bancs de la librairie un peu plus que nous en tout cas. Mais je suis très contente qu'Archipoche ait réédité cette saga. Et en plus de pouvoir faire une lecture commune sur Instagram. Alors, ce premier volume fait 470 pages. Et ensuite, donc, il y en a 6 en tout dans la saga. Il y a donc les 2 premiers volumes de Julia, les 2 seconds qui sont de Ludivine, et les 2 derniers qui sont sur Dominique. Et je crois que ce sont 3 sœurs, mais je suis pas sûre. Ou 3 sœurs, ou la mère, la grand-mère, la fille, enfin un truc comme ça. Je ne le sais pas encore et je vais bientôt le découvrir. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture que je vais prendre avec moi dans mon bain tout à l'heure et que je vais avancer un petit peu tout à l'heure aussi. Voilà, je me suis pris le nouveau marque-page de Léa Boukadi qui, je trouve, se marie très bien à ma lecture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais prendre mon thé, continuer de me relaxer un petit peu et passer une bonne soirée, je l'espère. Voilà, je vous retrouve plus tard. Ça, c'est mes belles tulipes de Provence. Et ça, c'est le petit sushi de ce soir. Ça s'annonce une bonne soirée. Des edamame, un shirashi pour monsieur et des dragon rolls pour moi. On adore. Et ça, c'est des belles tulipes du Var de Provence, des strongol, pardon, et des adrem. J'adore, 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 j'adore. Bon, bah, pendant que monsieur prend sa douche, j'en profite pour vous parler un petit peu de lecture. J'ai commencé une nouvelle lecture hier, je vous en ai parlé, c'était du coup Les gens de Mogador. Je vous en parlerai plus tard, mais j'ai pas beaucoup avancé hier, j'ai lu une vingtaine de pages et je me suis écroulée parce que c'était une journée très très intense pour moi hier au niveau du boulot, donc je suis presque à la page 100. Sinon, sur Nextory, j'ai un petit peu avancé ma lecture audio de Anne Galion. Ce que les étoiles doivent à la nuit. Et j'ai écouté 55%. Donc c'est cool, c'est Nextory, tu peux voir le pourcentage. Tu vois aussi le temps qui te reste d'écoute, ça c'est pas mal. Mais tu vois le pourcentage que tu as lu ou écouté. Comme sur une liseuse, donc ça c'est chouette. Donc je vais pouvoir bientôt le terminer et peut-être commencer un autre livre audio, ce qui serait plutôt chouette. Voilà, sinon il faut que je refasse mes ongles parce que ça part un petit peu en cacahuète. J'ai commencé à enlever une première partie
Et là, il faut que j'enlève une deuxième partie. Et mon petit tips pour utiliser moins de coton, c'est que je les coupe en 4. En fait, les gros disques là, comme ça. Je les coupe en 4. Comme ça, ça fait moins de coton utilisé. Et en fait, ça suffit largement. Donc, voilà, je vais faire ça le temps que mon chéri se lave. Ensuite, on va manger des sushis. Et après les sushis, je pense qu'on va regarder une émission, un replay, une émission qu'on aime bien, qui s'appelle Qui veut être mon associé. On a commencé à regarder ça, on aime bien. C'est très business, j'avoue, on aime bien regarder ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire mes ongles des mains et mes ongles des pieds, parce que j'ai pas fait depuis longtemps. Petite soirée cocooning en perspective. Voilà, celui-là je l'ai arraché, donc pas besoin de mettre un truc. Et voilà, comme ça, tac, je vais pouvoir, en attendant, utiliser Nextory. Je vais pas écouter un livre audio, mais je vais reprendre bande dessinée qui s'appelle Malgré tout. Et que j'ai déjà bien avancé, j'aime trop. Et c'est cool. Je peux m'arrêter n'importe où, fermer l'appli et revenir dessus, c'est hyper pratique. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vous retrouve plus tard. Et puis j'ai un autre bouquet de tulipes ici aussi. Alors celles-là, elles sont un peu tombantes parce que dans ma voiture, je les avais mal mises et elles ont commencé à s'abîmer un petit peu. Mais voilà, c'est des tulipes françaises et je les adore. À côté de mes belles orchidées, mes beaux phalénos de Noël. Aujourd'hui on est vendredi et je vais vous filmer en accéléré un bouquet de roses. Donc ça c'est des vieilles roses qu'on n'a pas vendues, c'est des invendus, donc elles ont déjà 2 semaines. Donc c'est des vieilles roses qui vont pas tenir très longtemps chez moi, mais c'était dommage de les jeter comme ça. J'aurais bien aimé les garder en bouquet quelques jours, peut-être faire quelques petites photos Insta. Donc du coup j'ai 2 poubelles là. J'ai des vases, j'ai un café, j'ai mes gants, j'ai récupéré un vieux sécateur parce que j'avais pas le mien. Et c'est parti, on va faire ça. Il fait beau, il fait chaud, enfin il fait chaud, non il fait pas très chaud mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est déjà pas mal parce que les jours précédents, le début de semaine, il y avait un vent glacial. Hier il faisait -2, bref. Donc là il fait assez bon pour que je puisse vous filmer ça en extérieur. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Ce matin, j'ai eu la très bonne idée de vouloir tourner un short, donc c'est comme un réel mais sur YouTube, qui mêle littérature et fashion pour un truc un peu drôle en collab avec Nextory. Et du coup, ben c'est le bordel. Donc du coup, j'ai préparé mes tenues. En fait, d'abord j'ai fait une sélection de livres, après j'ai préparé mes tenues. Maintenant, je vais aller me laver et ensuite je vais essayer de tourner le réel, enfin le short. J'espère que ça rendra bien parce que franchement, je me serais donné du mal. Voilà, je vous mettrai, je vous mettrai le lien si le rendu est pas mal. Au moins vous verrez ce que ça a donné. Et là, il y a un sacré bazar. Mais bon, c'est pas grave. Hello, aujourd'hui on est samedi et c'est entouré de toutes mes fleurs. Là j'ai des tulipes françaises qui commencent à retomber. J'ai des toutes nouvelles tulipes avec des nouveaux vases un peu style marbre que j'ai trouvé à Carrefour, que je trouve très mignon. J'en ai pris 2. Ça aussi c'est des tulipes françaises, du coup je viens juste de les sortir du frigo.
Là j'ai mon bouquet séché qui est donc non plus un prototype mais qui est le produit fini de ce qu'on va proposer sur Calice. Avec un nouveau vase aussi que j'ai trouvé fin de semaine dernière. Il est avec des plumes un petit peu, je sais pas si on voit, style grège. Que j'ai trouvé celui-là chez Maxi Bazar, le vase, parce que des fois vous me demandez. Et ça c'est les roses que vous avez vu, que j'ai filmé en accéléré hier. Donc voilà, c'est entouré de toute ma maison pleine de fleurs que je viens vous parler. J'ai pris un cappuccino instantané Starbucks dans mon mug Muse. Celui-là, c'est le premier je crois que j'avais eu, la digitale pourpre. Avec ma cuillère préf de chez Sauce Graine. Les petites choses font des grands plaisirs. Alors, comme j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai préparé... Alors déjà je vais vous parler des gens de Mogador que j'ai commencé, donc je suis page 150. Je pense que je vous ai pas introduit l'histoire, mais dans cette histoire on va suivre Julia, qui est la fille d'un riche propriétaire, qui est la fille d'une famille aristocrate. Alors ça se passe fin des années 1800, on est en Provence, dans le sud de la France. Il y a beaucoup de jargon provençal. Ah, j'ai mon chat qui arrive. Je lisais donc. Il y a dans ce livre pas mal de jargon provençal, donc moi ça me fait beaucoup rire parce que c'est un peu mes racines ici et je comprends la plupart des mots et vous avez des petits astérix au cas où pour vous donner une petite explication si vous n'êtes pas du sud. Donc on va suivre Julia. Julia est folle amoureuse de Rodolphe Vernet, mais Rodolphe Vernet n'est pas du tout un aristocrate et le père de Julia l'empêche d'aimer Rodolphe Vernet. Et pour cela, il va l'enfermer dans un couvent. Mais elle aime passionnément Rodolphe Vernet. Et ce n'est autre qu'une romance pour ménagères des années 60 et j'adore. Et je me régale. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Quand j'ai commencé cette lecture, je pensais plus que c'était une saga familiale. Mais ici, on est quand même beaucoup plus dans la romance que la saga familiale, même si on sent que il y a des racines familiales qu'on va retrouver, qu'on va aller rechercher pour expliquer des choses, etc. Voilà, c'est quand même très très romance, mais j'aime bien. Donc j'ai mes deux chats qui ont voulu rentrer en même temps. Donc voilà, donc c'est ma lecture du week-end, j'aime beaucoup. Alors il fait 475 pages, il m'en restait un peu plus de 300 du coup. Là on est samedi fin de journée, aujourd'hui j'ai pas beaucoup lu, voire pas du tout, j'ai pas encore lu. Et je n'ai pas non plus rangé ma bibliothèque. J'en suis désolée et j'en suis un petit peu frustrée j'avoue, mais ce matin j'ai fait une to-do list de dingue où j'ai fait un maximum de choses chez moi, c'est-à-dire des machines à laver, des lave-vaisselle, changer les draps, enfin vous connaissez, hein, voilà, peut-être qu'on a tous les mêmes occupations le week-end, mais j'ai fait un maximum de choses ce matin. J'ai tourné aussi un short sur YouTube pour Next Story, peut-être que vous l'avez déjà vu parce que je pense que quand vous aurez ce carnet de bord, il sera sorti. Du coup, j'ai tourné ce short et ça a été super long à faire en fait. Donc forcément, j'ai perdu bien 1h30, 2h ce matin. Mais voilà, mais après j'ai été manger avec mon papa, mon chéri et mon beau-frère. On a parlé de travail beaucoup, on a beaucoup parlé de travail, j'étais donc du coup sur la production. Et ensuite je suis allée faire des courses et je suis revenue et maintenant je me fais un café, je me pose et je filme. Donc voilà, ça a été intense comme journée. Mais du coup j'ai pas beaucoup lu. Et c'est pas grave, je lirai ce soir puisque ce soir on fait une petite soirée tranquille avec mon chéri. Donc je devrais pouvoir lire. Sinon j'ai bientôt fini en fait mon livre audio qui est Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne Galion. J'espère pouvoir vous en parler lundi quand je conclurai le carnet de bord pour vous donner mon avis final. Mais en tout cas je passe un très très bon moment, j'aime beaucoup cette histoire. Forcément c'est très touchant, c'est poétique, c'est doux, c'est lumineux, c'est pétillant, ça ressemble vraiment à Anne Gaëlle et je me dis c'est dommage que j'ai mis autant de temps à le lire entre les Demoiselles qui est en fait un peu le premier tome et celui-ci. Mais je le savoure et je suis très contente. Du coup j'ai bientôt fini sur Nextory, donc je vais pouvoir reprendre un autre livre audio sur Nextory. J'ai déjà hâte de pouvoir continuer à utiliser cette appli que j'aime de plus en plus. Bref,
Comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin au moment où je vous filme. Mais la Saint-Valentin sera déjà passée quand vous aurez ce carnet de bord puisque je le poste le vendredi et la Saint-Valentin aura été mardi. Vous le voyez, nous on est dans les fleurs donc forcément la Saint-Valentin c'est une période très importante pour nous. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis aussi une amatrice d'histoires d'amour. Voilà, j'aime les histoires d'amour. Alors je ne lis pas que ça, mais je suis une amatrice de l'histoire d'amour et du coup j'avais envie de vous parler de mes histoires d'amour préférées dans la littérature, dans plusieurs genres différents. Et du coup je vous ai fait une petite sélection et ils vont à chaque fois par deux, je m'en suis rendu compte après. Donc il y a des contemporains, il y a deux contemporains, il y a deux classiques, il y a deux romances et deux romans historiques. Voilà, donc trop bien, j'ai fait ma petite sélection. Je vais commencer par le plus spicy, le plus épicé, le plus hot, le plus romantique, plus, romantique érotique. Alors, romantique érotique, non, mais romantique historique contemporain. Ouais, historique contemporain, c'est plus contemporain qu'historique. Mais comme il y a une histoire sur le long terme avec les clans, etc., je ne vous présente plus Les McCoy de Alexiane Thiel. Donc le tome 1 ici c'est L'Ogre et le Chardon. Il y a déjà 6 tomes qui sont sortis. Moi j'en ai... non, 5 tomes qui sont sortis. Moi j'en ai lu déjà 3. J'en ai 2 dans ma palle, donc qui m'attendent, de chez Hugo Poche. Donc j'ai lu cette histoire, j'ai adoré. Ici on va suivre Phèdre et Caleb. Phèdre est une jeune fille française qui est envoyée en Écosse pour un échange linguistique et elle va y découvrir ses racines en même temps qu'elle va découvrir les guerres de clans qui continuent d'exister alors qu'on est au 21e siècle. Et elle va tomber là-dedans et elle va être mêlée à ça. Bien sûr, elle va faire la rencontre d'un chef de clan qui s'appelle Caleb et là... Non, franchement, c'est pas si romantique ni si érotique que ça. Il y a une vraie histoire d'amour, il y a une vraie romance, il y a des vrais... il y a aussi une grosse aventure sur la suite des tomes. Ce tome 1 est un peu introductif donc forcément... L'histoire d'amour a une grande place, mais par la suite, les autres tomes reviennent beaucoup plus sur l'histoire, sur les guerres de clans et la relation aux personnages. Donc du coup, il y a un peu moins de romance dans les tomes suivants, mais il y en a encore si c'est ça que vous aimez, je peux vous l'assurer. Registre un peu plus érotique, j'ai lu récemment cette saga Hadès et Perséphone que je n'ai pas terminé d'ailleurs puisqu'il me reste le tome 3 à lire. Ici le tome 1 s'appelle A Touch of Darkness. On va suivre donc Hadès qui est le roi des enfers et Perséphone qui est la reine du printemps qui vont se rencontrer dans un échange extrêmement... étincelant, ça se passe au 21e siècle, dans un monde qui mélange à la fois le monde divin et le monde des mortels. Et Hadès, lui, est un dieu reconnu. Perséphone est une déesse qui se fait passer pour une mortelle. Bien sûr, ça va évidemment clasher. Il va y avoir... pas mal de conflits, il va y avoir des références historiques, c'est très tendu, c'est très sexuel aussi, donc je vous cache pas qu'il y a beaucoup de scènes de sexe dans ce tome 1. Il y en a aussi dans le tome 2, mais c'est un petit peu moins, le tome 3 je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas c'est vraiment reconnu pour être une romance érotique, donc je vous le recommande, mais vraiment attention, trigger warning sur les scènes sexuelles, je le recommande pas du tout pour les adolescents. Voilà, c'est vraiment 18 ans plus pour ce tome-ci. Donc ça c'était vraiment les deux plus érotiques, romantiques que j'avais à vous proposer. Dans un genre tout aussi romantique mais plutôt historique, deux sagas que j'adore et que je présente quasiment plus, donc je vais aller assez vite. Évidemment le tome 1 de Karine Pitoki, Le rêve d'Anne Homère. Voilà, encore une fois, je vous parle de cette saga si vous ne l'avez pas encore lu. En fait, je parlerai principalement de ce tome 1, puisque ici, Karine Pitoki a remporté le prix du livre romantique. C'est parce que ici, elle va se focaliser sur la romance entre Julia Ashford et William Murphy, qui font partie tous les deux de mondes complètement différents dans la société anglaise du coup du XXe siècle. Lady Ashford est bien sûr d'une aristocratie plutôt marquée, avec beaucoup de convenances, etc. Et William Murphy, bah, lui, il est du côté des bandits de Londres, donc forcément ces deux mondes qui vont se confronter ici dans un cadre très historique et
d'avant-guerre, puisque dans ce premier tome, on est avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, les tomes qui vont suivre, comme je vous le disais dans mes précédents carnets de bord, le tome 2 et le tome 3 sont beaucoup plus historiques et un peu moins romantiques. Mais ce tome 1, vraiment, je vous le recommande si vous avez envie d'une jolie histoire d'amour qui se passe dans un cadre historique avec des références très intéressantes. Je vous recommande encore une fois Le rêve de nos mères, ce tome 1. Ensuite, dans une saga que vous avez sûrement dû voir passer des centaines de fois et d'autant plus sur Netflix, c'est Outlander. Évidemment, encore une fois avec ce tome 1, je vous parle que de saga, mais vraiment les sagas romantiques, c'est des choses qui marchent très très bien dans le monde de la littérature. Ici, romantique et historique, encore une fois, avec le Chardon et le Tartan. On connaît très référence écossaise dans ma sélection britannique et autres. Mais ici, dans ce tome 1, c'est la rencontre entre Claire et Jamie. Claire qui arrive d'un autre monde et qui tombe dans le monde de Jamie. Jamie qui va la secourir. Et on est en Écosse, dans un grand conflit entre les Anglais et les Écossais. Elle va apporter ses connaissances du XXe siècle au XVIIIe siècle et bien sûr on va la prendre pour une sorcière, il va se passer énormément de choses, d'aventures, de conflits, de batailles, d'amour, de rencontres, de naissances, de morts, enfin il va se passer énormément de choses dans cette saga, mais principalement le fil rouge c'est l'amour entre ces deux personnages qui est très 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 intense et inébranlable en tout cas où j'en suis dans la saga, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 5. Je me suis arrêtée au tome 6 parce que c'est quand même des briques. Ce tome 1 est un des meilleurs, vraiment, vraiment. Je pense que le 1 et le 3, c'est mes préférés. Et ces personnages sont juste waouh. Donc si vous n'avez pas le courage de lire des pavés, vous pouvez au moins regarder la saga sur Netflix, la série sur Netflix. Je trouve qu'elle est assez fidèle par rapport au roman que j'ai pu lire. J'ai regardé que la série de la saison 1 et la saison 2. J'ai pas été plus loin parce que voilà, je préfère quand même les livres et puis je suis pas trop série. Mais c'est relativement fidèle, donc si vous avez aimé, je vous recommande vraiment Outlander avec ce tome 1. Ensuite, deux romans ultra contemporains, pour le coup, des auteurs qui sont français et que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. Donc je vais vous parler de mon coup de cœur ultime de l'année 2019. Ça a été Plongée de Christophe Onodibio. Je vous en ai beaucoup parlé, vous l'avez sûrement pas tant que ça vu passer, mais un petit peu quand même, surtout quand il y a eu l'adaptation cinématographique par Mélanie Laurent il y a quelques temps. Déjà, je crois que c'était en 2020, la couverture a changé du coup. Ici dans cette histoire, on va avoir Paz qui est... comment s'appelle son chéri? Et en tout cas, Paz est une artiste, c'est une femme espagnole, assez volage, assez passionnée dans tout ce qu'elle fait. Et elle va rencontrer un homme qui s'appelle, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est le narrateur et ici, il va raconter son histoire d'amour et il va raconter tout l'amour qu'il va porter à Paz. Mais c'est un amour passionnel et complètement déraisonnable en fait. Ici, c'est un amour qui est presque à sens unique parce que Paz, elle est plus amoureuse d'elle-même et de sa vie, de sa liberté, de ses passions que de cet homme finalement. Alors que lui, il ne respire que par Paz, il ne vit que par elle, c'est son oxygène, c'est sa vie, c'est sa passion, c'est son pilier. Et en fait, cet amour, il est tellement passionnel et il est tellement puissant que Christophe Onodibio ici nous raconte une histoire magnifique qui a une fin tragique et que je vous recommande fortement. Je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique donc je ne pourrais pas vous en parler, mais moi c'est un livre que j'ai lu en 2019 et qui m'a laissé une trace indélébile. Je n'ai pas lu la suite qui s'appelle Croire au merveilleux puisque c'est une duologie. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait j'ai tellement peur d'être déçue que je me garde encore ce souvenir de plonger vraiment le plus longtemps possible avant de lire Croire au merveilleux. Mais bon, il serait temps parce que j'ai déjà oublié le nom des personnages, donc je pense que je peux être prête à lire Croire au merveilleux. C'est bon, je peux y aller. Un autre livre un peu plus récent, pourtant une autrice qui a convaincu de nombreux lecteurs et surtout lectrices, c'est Agnès Martin-Lugan. Et je vous parle ici de La déraison. Alors vous connaissez très sûrement... Vous connaissez sûrement très bien Les gens lisent et boivent du café, qui est son premier tome, enfin son premier roman et son opus. Clairement, c'est une histoire d'amour que j'ai adorée. Dans tous les livres d'Agnès Martin-Lugan, il y a une histoire d'amour. Mais dans La déraison, c'est une histoire d'amour qui m'a fait pleurer de la première à la dernière page.
C'est une histoire d'amour qui est complètement passionnelle et encore une fois déraisonnable. J'ai pleuré de la première à la dernière page. C'est un des livres qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie. C'est une histoire de chassés-croisés, de personnes qui s'aiment de manière complètement incroyable en fait et inexplicable. Et ces personnes, elles vont se perdre et elles vont se retrouver. Et il y a vraiment une émotion et une puissance dans cette écriture qu'a Agnès Martin-Lugan, mais d'autant plus dans ce tome, enfin dans ce livre-là, ce n'est pas une saga, pardon, c'est un one-shot. Ce livre est extrêmement puissant, extrêmement fort. Et il y a aussi toute une partie sur la musicalité, puisque le personnage principal masculin est un grand virtuose. Et en fait, on a l'impression que le tourbillon musical qui tourne à travers ces pages est également le tourbillon musical de leur histoire d'amour. Et j'ai trouvé ça très touchant, ça rajoute en fait de la poésie, ça rajoute de l'intensité à cette rencontre et à cet amour. Il y a une fin tragique, comme dans beaucoup d'histoires d'amour, et j'ai juste adoré cette lecture, mais je l'ai adorée pour toutes les émotions que j'ai traversées, plus que vraiment l'histoire d'amour en elle-même, qui n'est pas forcément... Enfin, le schéma en fait de l'histoire d'amour, il n'est pas exceptionnel, mais l'intensité qu'il y a dans ces pages, vraiment, c'est si vous avez envie d'une histoire complètement dingue et passionnelle et que vous n'avez pas peur de sortir les mouchoirs, je vous recommande La Déraison d'Agnès Martin-Lugan. C'est bientôt fini. Deux histoires d'amour également que j'ai adorées, mais plutôt dans la littérature classique du coup. Je vais parler de Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell que j'ai lu aux éditions Point, que j'avais lu avec Florence pour un Victober. C'est l'histoire de Margaret qui est la fille d'un industriel. Ça se passe en Angleterre dans les années plutôt sombres où le syndicat des ouvriers se soulève et il y a des gros conflits entre le capitalisme et les ouvriers. Ici, l'Angleterre ouvrière se révolte, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions, les villes sont très sales, les villes sont très très sales, les personnages sont sales aussi, on a une espèce d'ambiance à la Dickens, où on a l'impression de voir des petits vagabonds à nu-pieds à tous les coins de rue. Et dans cette ambiance-là, on va avoir deux personnages qui se rencontrent, Elizabeth et Monsieur Thornton. Et cette histoire d'amour est d'une lenteur, mais d'une poésie indéfinie. Et ce livre, pendant tout le roman, tu n'attends que ça, tu n'attends que la rencontre entre ces deux personnages. Évidemment, il y a tout ce qui se passe autour qui est intéressant, mais durant tout le roman, je me suis dit, à quel moment ils vont enfin se rencontrer? À quel moment ils vont enfin s'unir? Et pendant tout le roman, tu patientes et tu vibres avec ces personnages. Et j'ai adoré, si vous aimez ce type de contexte historique, donc ça se passe pendant l'époque victorienne, je vous recommande sincèrement Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Et enfin, je vais terminer par une des plus belles histoires d'amour de l'histoire de la littérature, qui est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Jane Eyre et Edward Rochester, qui sont des immenses personnages de la littérature britannique, mais ultra connus en France. Évidemment, vous connaissez sans doute l'histoire de Jane Eyre, et si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Mais clairement, c'est ici une histoire d'amour d'une pureté et d'une innocence magnifique. J'ai adoré cette histoire, je l'ai découverte adolescente, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des histoires comme ça où des personnages doivent se rencontrer et ils doivent s'unir contre vent et marée, contre tous les obstacles qui peuvent se mêler à leur histoire. Ils vont finir par s'unir parce que c'est leur destin et c'est écrit comme ça. Et dans ce livre, on sent vraiment l'amour très passionnel et en même temps interdit entre Edward Rochester et Jane Eyre. Ce sont des personnages qui viennent de milieux différents, d'âges différents, de conditions différentes. Ils vont s'éloigner pour s'empêcher de s'aimer. Les éléments vont les éloigner pour s'empêcher de s'aimer. Mais cet amour, on ne peut pas l'effacer. Il est trop important, il est trop intense. Et voilà, et je garde un souvenir merveilleux de l'amour d'Edward Rochester pour Jane Eyre. Et j'ai vraiment... C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Et je pense qu'un jour je le relirai, c'est certain, mais j'espère vraiment retrouver ce sentiment-là et ce souvenir-là de cette histoire d'amour passionnelle, prude, poétique, douloureuse et juste magnifique.
Voilà, c'était ma sélection spéciale romance et histoire d'amour pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez lu certains de ces livres, beaucoup sont très connus, donc je pense que je ne suis pas la seule à les recommander et à les avoir lus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez envie de découvrir. Et surtout à me faire des recommandations, parce que si vous savez ce que j'aime, il y a beaucoup de choses aussi que je pense découvrir et que j'ai à découvrir. Donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations de vos histoires d'amour préférées dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je retourne à mon café et moi je vous retrouve plus tard pour vous parler des gens de Mogador. Mardi aujourd'hui et j'ai enfin entamé le rangement de ma bibliothèque. Je vous l'avais promis dans ce carnet de bord et du coup je vais m'y atteler. Là c'est ma pause déj, donc je vais essayer de commencer à ranger tout ça. J'ai pris ma pause ce matin pour enlever déjà toutes les décorations. Donc je vais vous montrer ça. Ça m'a déjà pris un peu de temps pour faire le tri. J'avais plein de papiers aussi sur ma table et tout ça, donc sur mes étagères, donc je vais prendre le temps de les ranger. Mais en fait je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de déco. Ça c'est tous les mugs et les bougies et tous les machins que j'avais dans ma bibliothèque. Donc ça c'est tous les papiers que je dois ranger. Mais en gros voilà, là j'ai tout enlevé au niveau des décos. Je vais un peu rattacher ma plante au-dessus. Comme ça j'aurai vraiment la place de tout sortir, de tout nettoyer et de tout réorganiser. Mais je vais faire un plan sur ma feuille pour d'abord savoir comment je veux les ranger et réorganiser mes livres dans ma bibli. Voilà, parce que là c'est vraiment, ça me convient plus. Voilà, j'ai un peu réorganisé et re-rangé ma bibliothèque. Peut-être que vous ne verrez pas beaucoup de différence, mais moi j'en vois beaucoup. Là, j'ai pas encore remis mes petites décorations ou autres, et je vais essayer de vous passer un peu plus près les étagères. J'ai fait un petit tri aussi avec des livres que j'ai retirés et que je vais mettre en boîte à livres. Et il y a mes beaux livres qui étaient là, qu'il faut que je replace quelque part. Je ne sais pas où, mais peut-être du coup dans la chambre d'amis ou ailleurs, pas forcément ici. Ouais, je vais essayer de passer doucement pour vous montrer et j'espère que vous trouvez ça joli. Cette étagère complètement inchangée avec Agatha Christie. Ici j'ai divisé du coup mes Cozy Mystery, ça c'est mes sagas préf du moment. Là il y a d'autres Cozy Mystery. Là c'est un peu un mix de plusieurs éditions et la suite des Cozy Mystery. Là c'est une double rangée de livres mix qui n'ont absolument pas de cohérence ou autre, mais bah voilà, c'est des livres qu'on a et qu'on ne sait pas où ils vont. Ici on est sur du jeunesse.
Et là aussi, c'est 2 rangées, double rangée jeunesse. Là, c'est un double rangée Micmac, un peu comme je vous le disais, où il n'y a pas vraiment, j'ai pas beaucoup d'éditions. J'ai 1 ou 2 trucs, enfin voilà, c'est pas trop cohérent. Derrière, c'est pareil. Et cette étagère aussi, il y a juste ces 2 Cherche Midi qui n'avaient plus de place dans l'étagère spéciale Cherche Midi. Donc c'est vrai que bah, c'est un peu des micmacs, mais des micmacs nécessaires. Ici, j'ai les Michel Lafon et une partie des fleuves. Le reste des fleuves se trouve derrière. Ensuite, ici, j'ai quelques Belfond, quelques plombs, quelques NRF, les escales, Robert Laffont, et j'ai juste un gracé à carte postale, mais je trouvais que voilà, colorimétrie était sympa. Là, j'ai une étagère avec que des poches de livres de poche et juste mes Outlander qu'il fallait vraiment que je case. Donc voilà. Là, c'est encore des livres de poche de chez Pocket majoritairement, Archipoche et livres de poche. Là, c'est une étagère XO. Là, c'est une étagère le Cherche Midi avec juste ici les Vissy Andrews que j'ai de chez... comment ça s'appelle, France Loisirs, parce que du coup c'était vraiment la place idéale. Une double rangée poche avec plusieurs maisons d'édition, principalement ici des folios, des 10-18, Babel et J'ai lu, et après il y a quelques autres petits trucs. Là on va avoir donc la suite des XO, tac 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 tac. La suite des XO est ici, juste j'ai mis quelques livres ici qui sont un peu grands, notamment le Henri Levenbruck qui va avec du coup les autres Henri Levenbruck. Ken Follett, Minel Walter et Jacques Vendroux, c'est des grands formats de chez Robert Laffont, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à caser. Et ici on va avoir les Albin Michel, 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 Albin Michel, Albin Michel et Albin Michel avec Stephen King. 2 étagères poches qui mélangent donc ici c'est tout livre de poche coloré, enfin et polar et après c'est la littérature générale. Là c'est quelques exceptions. Et ici, je vais avoir un peu aussi d'autres exceptions, tout ce qui va être poche de couleur et polar, notamment avec mes 10-18 que j'aime beaucoup. La saga Blackwater que j'ai bien mise devant parce que je l'adore en ce moment. Et derrière, j'ai des classiques, vraiment genre les Jane Eyre, Jane Austen, en différentes éditions, puisque j'ai une édition ici de Charlotte Brontë de 10-18, une édition de Jane Austen de chez Hauteville, et là, j'ai une édition Charlotte Brontë et Jane Austen de chez Archipel. Donc voilà, vraiment c'est ma petite sélection bref. Donc là, comme je vous le disais, c'est les Albin Michel. Et ici, on a une grosse partie Charleston. Du coup, 4 étagères Charleston, dont 2 qui sont quasiment que des Lucinda Riley. Ça, c'est que des Lucinda Riley. Là, il y a la moitié des Lucinda Riley. Après, c'est Karine Pitoki et Julien Rampin. En dessous, ici, c'est un peu tout le monde. Et surtout, j'ai rassemblé avec les poches. Je trouvais que c'était assez mignon. Et voilà, et là ici on a d'autres sagas de chez Charleston que j'aime beaucoup. Enfin bon, après j'aime tout chez Charleston, donc c'est assez facile, j'ai envie de dire. Là on a sur des livres de lifestyle et voyage. Ici on est encore sur du lifestyle et des beaux livres avec un petit recueil de poèmes de Rapicor. Début de l'étagère du Cherche Midi, donc là c'est que du Cherche Midi et je vous montrais tout à l'heure la suite avec les Vissy Andrews. Et en dessous aussi j'ai mis du Cherche Midi, donc voilà, c'est que ces 2 étagères, c'est un peu l'aventure que j'ai avec la team thriller depuis quelques temps maintenant. Et en dessous je vais avoir encore des beaux livres que j'aime bien, des éditions un peu particulières, un peu mignonnes, un peu sympas. Et puis comme je vous le disais, là-bas après c'est des étagères pour la jeunesse. Voilà globalement ce qu'il en est, et je vais mettre les petites décos maintenant. Je trouve que c'est un peu mieux rangé, un peu mieux organisé, mais bon, à tout moment je rechange ça dans 6 mois, hein. C'est jamais figé bien sûr, mais je suis plutôt satisfaite de mon organisation. Mes mangas ont atterri ici, donc là il y a tous mes mangas, là il y en a encore un peu, et là j'avais pas beaucoup de place, donc j'ai rajouté des livres un peu désordre, donc il n'y avait pas vraiment d'organisation. Donc ça c'est voilà tous mes mangas, et à terme j'enlèverai cette petite pile là pour mettre que mes sagas de mangas, puisque bien sûr il y a d'autres tomes que j'ai pas encore acquis dans chacune des séries, donc ça va s'organiser tranquillement. Mais comme j'ai pas énormément de mangas, je trouvais que c'était une bonne idée de les mettre là, parce que c'est pas non plus des
livres très beaux, enfin c'est parce que c'est pas les plus jolis. Donc ici c'est très bien, dans mon petit coin là, livresque sous ma fenêtre. Ici ma palle n'a pas vraiment changé, j'ai juste rassemblé du coup ici quelques Cozy Mystery ici et là, donc c'est-à-dire les Christian Jacques et ici les MC Beatons qui étaient en bas. Donc, pour faire de la place je les ai rassemblés ici, mais je trouve que ça va, c'est pas si mal. Donc ma palle poche et semi-brochée n'a pas bougé ici. Donc ça n'a pas changé grand chose. Voilà mon organisation. Et donc ça c'est les beaux livres qu'il faut que je range quelque part. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Aujourd'hui on est mardi, c'est la Saint-Valentin, mardi 14 février. C'est enfin le moment de souffler pour moi. Les fleuristes ont toute la marchandise chez eux, donc moi je peux enfin souffler. Amen. Vous l'avez vu ce midi, j'ai rangé ma bibliothèque, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je suis bien contente de l'avoir faite, j'étais motivée à le faire, donc fallait que je le fasse maintenant, sinon j'allais vraiment repousser, et au final, voilà, j'avais dit que je le ferais, et donc c'est fait, et je suis très contente, j'adore le rendu, donc ça fait du bien, on a l'impression que t'as fait un espèce de ménage de printemps, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc c'était pour conclure ce carnet de bord en vous donnant un avis littéraire, puisque j'ai terminé mon livre audio sur Next Story. Je l'ai terminé, il s'agissait donc de ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne Galion. J'avais cette édition Albin Michel qui dormait dans ma palle depuis sa sortie, donc il y a fort longtemps. Ah bah non, il n'est pas dédicacé, je croyais qu'il était dédicacé. Depuis sa sortie, donc je pense 2020, 21, quelque chose comme ça. Donc dans cette histoire on va suivre Lise qui vient du monde de la gastronomie et qui malheureusement vient d'être déchue de son monde gastronomique français, enfin parisien plutôt, puisqu'elle tenait un restaurant qui s'appelait Romy, et elle était presque en passe d'avoir une étoile quand le guide Michelin est venu, etc. Pour l'inspection, sauf que pile ce jour-là, une de ses clientes a fait une intoxication alimentaire, et en même temps elle a eu un gros problème avec ses équipes, donc du coup c'est l'effondrement total, elle a tout perdu, elle a perdu son étoile, elle a dû fermer le restaurant pour inspection, etc. Donc c'est la catastrophe dans sa vie. Elle avait perdu sa maman juste un petit peu avant, et ça a été déjà très douloureux, donc vraiment là Lise elle touche un peu le fond. Et elle reçoit une lettre de quelqu'un qui lui dit avoir connu sa mère étant jeune, qui habite à Biarritz, du moins près de Mauléon dans le sud-ouest. Et c'est là où on retrouve en fait nos personnages du premier tome qui s'appelle Les Demoiselles. Et on retrouve donc cette ambiance très festive, très amicale, très joyeuse. Et Lise, qui arrive de son monde parisien, qui n'a jamais connu ça, elle découvre en fait ce monde-là. En parallèle, on suit un jeune homme qui deviendra grand et vieux. On le suit sur toute sa vie, il s'agit de Balthazar. Balthazar qui a connu Romy, et la Romy qui est la maman décédée de Lise. Et on va suivre du coup l'histoire de Balthazar et de Romy à travers les yeux de Balthazar qui raconte, et en parallèle donc Lise qui raconte aussi, mais qui vit plutôt sur le présent et non pas dans le passé. Bref, ces deux voix se répondent, et c'est très beau, c'est une très jolie histoire. C'est doux, c'est poétique, c'est triste, c'est musical, c'est festif, c'est juste une très jolie histoire. Je vous le recommande vraiment, surtout si vous avez aimé Les Demoiselles. Je pense que voilà, vous aimerez tout autant ce tome 2. C'est pas un tome... comment dire, c'est pas un tome commercial où il a fallu faire un tome 2 pour faire un tome 2. On sent vraiment qu'ici c'est une autre histoire, c'est l'histoire de Lise. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, même si c'est aussi un tort, c'est qu'il vous donne faim. Parce qu'ici on est dans le monde de la cuisine, et il y a énormément de plats et de dégustations qui sont très bien décrits. Donc du coup forcément ça donne super faim. Donc c'est un livre très gourmand. On est sur une ambiance très solaire, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Enfin, c'est un livre qui fait du bien, même s'il aborde des sujets vraiment pas faciles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman.
Voilà, donc c'était ma dernière lecture du moment et sinon je suis en train de terminer Les gens de Mogador. Mais je vous en parlerai dans le prochain carnet de bord, du coup celui qui sortira la semaine prochaine. Il me reste pas grand chose, il me reste 80 pages donc je vais essayer de les terminer rapidement. J'ai trop envie de savoir la suite de cette histoire, de cette famille, je sais que Vernet, j'adore. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine. Et quant à moi, je vous dis ciao.